Alors, bonjour les amis et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Dans cette vidéo, nous allons rapidement commencer avec l'introduction de notre programme de formation. Comme vu dans la précédente vidéo, nous avons présenté l'ensemble de ce qui nous attend. Il est question pour nous ici d'entrer un peu en détail en vous présentant juste les grandes lignes de notre programme, en commentant un peu ces différentes grandes lignes et aussi en vous permettant d'avoir des notions un peu plus poussées sur la chose. Pour éviter de faire autant pour nous des vidéos un peu plus kilométriques, on va peut-être faire ça en plusieurs vidéos. Voilà, donc après peut-être cette vidéo-ci, on va peut-être arrêter l'enregistrement et continuer par la suite à faire. Donc c'est juste que l'idée pour nous, c'est d'expliquer le maximum possible, voilà, pour qu'un individu lambda qui ne s'y connaît pas puisse vraiment comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'un robot et comment ça fonctionne en quelque sorte. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on a? On va donc commencer par l'introduction. Donc, le chapitre, on peut peut-être l'appeler chapitre 0, si on veut, simplement. Donc, le chapitre 0 ici, c'est l'introduction. Donc, il faut noter que notre cours ici, voilà, introduction, ça ici. Donc, notre cours ici s'intitule les bases de la robotique mobile. Et là, on va parler de l'introduction à la robotique mobile. C'est quoi un robot? Comment fonctionne un robot? Quels sont les éléments qui constituent un robot? Déjà, vous devez comprendre qu'il existe, comme on a dit d'entrée du jeu, notre structure, on vous explique d'abord, après on fait quelques démos au tableau et on vous montre des exemples ici. Donc, ça veut dire quoi? Il faut comprendre ici qu'il existe plusieurs types de robots. On a ce qu'on appelle les robots humanoïdes, les robots à roues et bien sûr, désolé, on a les robots humanoïdes, comme on a dit, les robots à roues et les robots sous-marins. Il y en a plusieurs autres catégories. Tout ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que les robots humanoïdes, maintenant, par contre, c'est les robots qui ont la morphologie d'un homme, c'est-à-dire des robots qui ressemblent aux hommes comme nous sommes, par exemple, là. Et voilà, tandis que les robots à roues sont les robots mobiles tels que des voitures ou bien des vélos et tout ce qu'on peut s'imaginer. Donc, voici par exemple un exemple de robot à roues. Donc, il y a aussi des robots sous-marins, tels que la torpille, sont des robots qui se déplacent sous l'eau. Il faut également comprendre que ces différents robots ont chaque par catégorie des particularités. C'est quoi les particularités? Au niveau des robots, par exemple, humanoïdes, c'est-à-dire les robots qui ont la morphologie des normes, ces robots consomment plus de moteurs en fait. Ils ont besoin de beaucoup de moteurs pour pouvoir fonctionner. Ce qui n'est pas le cas avec par exemple des robots à roues ou bien des robots à roues ou bien les drones en d'autres termes. Mais l'avantage aussi des robots à roues, c'est que ce sont des robots par contre qui se déplacent suivant le plan, c'est-à-dire suivant les 3 degrés de liberté. Ne vous inquiétez pas pour le gros mot, on va vous expliquer ce que c'est qu'on appelle, ce que c'est qu'un degré de liberté. Contrairement par exemple aux robots sous-marins qui se déplacent suivant les 6 degrés de liberté, qui est un peu plus complexe. Voilà pourquoi, si vous regardez ici, on a intitulé notre cours les bases de la robotique mobile. Et généralement en robotique mobile, c'est plus pratique de commencer par les robots mobiles parce que c'est plus simple, on travaille là dans le plan. Et là, l'apprenant ou bien l'étudiant n'est pas très perdu lorsqu'on travaille dans le plan. Ça devient un peu plus complexe lorsqu'on travaille avec 6 degrés de liberté de ce côté, mais pour le moment, on n'en est pas là. Donc, il faut comprendre en quelque sorte que, comme on a dit dans le jeu, les types de robots, on a par exemple les robots à roues, comme on a ici, ça peut être par exemple désolé, on n'est pas vraiment dit ça, désolé, ça peut être des voitures autonomes. De ce côté, on a par exemple des robots humanoïdes, c'est-à-dire des robots qui ont la morphologie des hommes, en quelque sorte, ce qu'on appelle les robots humanoïdes. Maintenant, on a ici les robots à roues. Donc, d'une façon plus pratique, pour les curieux d'entre vous, vous pouvez aller juste taper peut-être robot humanoïde. Vous allez voir plusieurs types de robots humanoïdes là sur internet et bien d'autres. Voici par exemple ce qu'on appelle par exemple un robot à roues. Simplement, ici c'est un robot mobile. Dans notre cas, on a bien sûr les roues. Si vous regardez là, donc on a ici les différents roues là, on a des capteurs et bien d'autres. On va revenir sur les présentations tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. C'est quoi la particularité de ces différents robots? La particularité de ces différents robots, c'est quoi? C'est que le robot à roues que voici, c'est-à-dire un robot mobile comme ici, lui, il fonctionne suivant les 3 degrés de liberté. C'est-à-dire que les drones, par exemple, les drones ou bien les robots sous-marins, pour prendre peut-être le cas de la torpille, par exemple, fonctionnent suivant les 6 degrés de liberté. Qu'est-ce qu'on appelle degré de liberté? Quels sont les éléments qui constituent les degrés de liberté? C'est ce qu'on va voir lorsqu'on va travailler sur la localisation. Mais déjà, à titre introductif, lorsqu'on passe des degrés de liberté ici, on fait plus de temps pour nous c'est-à-dire à ce qu'on appelle la modélisation, d'accord, géométrique, cinématique du robot. Dans notre cas, 3 degrés de liberté ici, ça veut simplement dire que le robot ici se déplace dans le plan.
Les degrés de liberté sont des outils mathématiques qui nous permettent de modéliser ou de représenter un corps ou bien un objet dans le plan ou bien dans l'espace. Donc, grâce aux degrés de liberté, on peut définir bien sûr ce qu'on appelle la translation. De ce côté, on peut aussi définir ce qu'on appelle la rotation. Donc, il faut noter que lorsqu'un corps se déplace suivant deux translations, par exemple, par exemple ici X, par exemple, là, Y, par exemple, voilà, et que le corps peut également roter suivant un axe, disons, θ, comme ici. Le plan-ci est appelé 3DOF. DOF, c'est en anglais, Degree of Freedom, c'est-à-dire 3 degrés de liberté. Tout simplement, pourquoi? Parce que on a deux translations. Le corps ici peut se déplacer suivant l'horizontal et suivant également la verticale. Il peut se roter suivant un angle. Donc, c'est-à-dire que dans le plan, on a deux translations et une rotation. C'est l'ensemble de ces deux qui constituent ce qu'on appelle les 3 degrés de liberté. Maintenant, lorsqu'on parle de 6 degrés de liberté, 6 DOF, dans ce cas, comme le cas par exemple des drones et des robots sous-marins, qu'est-ce qu'on a? On a plutôt l'espace. Dans l'espace, un corps dans l'espace, bien sûr, peut translater suivant X par exemple, Y et Z. Donc ça, ce sont les 3 degrés de liberté en translation, ça c'est dans l'espace, et aussi, il peut aussi s'orienter suivant oméga, θ et phi. Ça veut dire qu'un corps dans l'espace, dans le cas par exemple des avions, quand vous êtes dans l'avion, l'avion peut se déplacer suivant les 3 translations. C'est pourquoi parfois quand vous êtes dans l'avion, vous avez l'impression que l'avion peut aller peut-être à droite, mais d'une façon inclinée en fait. Donc, mais par contre, un robot dans le plan ne peut pas se déplacer sur le côté de la distance. Tout simplement parce que dans l'espace, le corps peut se mouvoir, peut se déplacer dans tous les sens sans toutefois respecter ce qu'on va appeler la contrainte de mononomie. Ne vous inquiétez pas pour le gros mot, on va expliquer tout ça bien après. Il faut aussi noter que même dans le plan, il y a des véhicules qui doivent respecter la contrainte de mononomie et des véhicules qui ne respectent également la contrainte de mononomie. Donc voilà un peu en quelque sorte ce qu'il faut comprendre en ce qui concerne les degrés de liberté. On va bien expliquer cela dans le chapitre suivant parce qu'on va s'attaquer d'abord à ce qu'on appelle la modélisation et qui parle de la modélisation, ici parle ici de la représentation géométrique, cinématique, dynamique de notre robot ou bien d'un corps, que ce soit dans le plan, que ce soit dans l'espace. Déjà à partir d'ici, vous avez déjà une petite idée de ce qu'on appelle déjà un robot, en quelque sorte, les catégories des robots, les robots humanoïdes, les robots mobiles et bien d'autres. Vous avez aussi une petite idée déjà de ce qu'on appelle les degrés de liberté, la différence entre le plan par exemple et l'espace de ce côté. Les donc questions pour nous maintenant, à partir d'ici, nous pensons que vous pouvez déjà formuler quelques éléments de définition en ce qui concerne le robot. Qu'est-ce qu'un robot concrètement? Par abus de langage, normalement, on va se dire, ben, écoute, un mixeur de cuisine, par exemple, c'est un robot. Oui, c'est vrai, le mixeur de cuisine fait des tâches d'une façon autonome, mais pour un roboticien, le mixeur de cuisine n'est pas un robot. Pourquoi? On va voir cela dans la définition de la robotique tout à l'heure. Et aussi, on va dire, bon, par exemple, ChatGPT, c'est un robot, tout ça. C'est par abus de langage. Quand on dit, par exemple, ChatGPT et tous ces bots sont des logiciels. Tout simplement, pourquoi? Parce que un robot, de sa définition même, donc pour la définition simple d'un robot, on va peut-être effacer là pour que nous puissions être sur la même longueur. Déjà, pour présenter en quelque sorte la définition d'un robot. Vous allez comprendre que rien qu'à partir de la définition d'un robot, que ce soit le mixeur de cuisine, ou bien les chatbots, ou bien les robots logiciels, comme on appelle de façon plus générique, ne sont pas des robots. Pourquoi? Parce qu'un robot, c'est un ensemble. Un robot, c'est un ensemble constitué, voilà, tenez-vous bien, des capteurs, voilà, des actionneurs, on peut aller à la main ici, des actionneurs, et voilà, donc le robot, en quelque sorte, à croisement, on a les capteurs déjà de ce côté, les actionneurs qui doivent permettre de pouvoir exécuter des actions bien définies et bien précises, et aussi l'algorithme, c'est-à-dire l'algorithme ou bien le régulateur. Ok, on va expliquer ces notions. Lorsqu'on parle d'un robot, de prime abord, on doit avoir les capteurs, on doit avoir les actionneurs, on doit avoir les régulateurs ou bien les algorithmes. Voilà les éléments de base qui entrent dans la construction d'un robot. Si on prend par exemple le cas d'un ChatGPT, peu importe,
C'est bien, ChatGPT fait des tâches d'une façon autonome, peu importe le chat unique ou autre. Mais est-ce que ces chats-là, est-ce qu'ils ont par exemple des algorithmes, ça passe, donc ici, ils respectent la première condition, mais est-ce qu'ils ont par exemple des actionnaires, est-ce qu'on peut toucher ChatGPT? Non, vraiment, c'est le robot qu'on peut par exemple toucher et manipuler. Donc, ce qui fait que cette condition-ci, par exemple, n'est pas valable dans le cas des robots logiciels. Donc, pour un roboticien, ces robots, bien qu'ils font les tâches d'une façon autonome, ne peuvent pas appeler robots. Mais sinon, par abus de langage, on laisse passer pour la communication et rendre la chose plus simple. Mais maintenant, le mixeur de cuisine également, c'est la même chose. Pour le mixeur de cuisine, vous devez actionner, vous devez à chaque fois peut-être venir dire OK, il faut mixer ceci, ainsi de suite. Sinon, le mixeur de cuisine par lui-même ne peut pas se dire OK, je vais peut-être, à partir de mon apprentissage, dès que je vais recevoir peut-être 2 ou 3 jours de tomates, automatiquement je vais me déclencher. Ça, il ne peut pas. Donc, ce qui fait qu'en ce niveau-là, au niveau des régulateurs et bien d'autres là, on ne peut pas appeler des cas pareils des robots. Donc, vous devez comprendre que d'une façon fondamentale, si on prend un élément comme le robot, on se dit OK. Un exemple de capteur, voici ici, il faut noter que pour les capteurs, désolé, on a 2 types de capteurs. On a les capteurs proprioceptifs et les capteurs extéroceptifs. C'est quoi la différence? La différence, c'est que les capteurs proprioceptifs permettent de donner des informations sur l'état interne du robot. Ça veut dire que si à un moment donné, on a notre robot qui est là, qui est placé quelque part ici, attention, voilà. Le robot doit être capable de fournir les informations sur l'état interne, son état de santé en Angleterre. C'est-à-dire, si on prend par exemple le cas de ce robot-ci, lui, au niveau de chaque roue ici, on a par exemple ce qu'on appelle la centrale inertielle qui doit être montée au niveau des axes de cerveau pour nous donner la vitesse angulaire et de translation bien sûr sur chaque roue pour que nous puissions effectuer les opérations et les calculs. C'est ce qu'on appelle les capteurs proprioceptifs qui donnent les informations sur l'état interne de notre robot. Maintenant que nous avons les informations sur l'état interne du robot, les capteurs extéroceptifs nous permettent donc de nous donner des informations sur l'environnement dans lequel se trouve notre robot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a notre robot ici, parce que nous prenons par exemple ici l'objectif. Le robot doit être capable de nous dire s'il y a obstacle ou pas. Quelle est la trajectoire s'il y a obstacle pour nous ou pas, de nous sortir au moins la carte ou les informations sur l'environnement dans lequel il se trouve. Donc dans le cas précis, par exemple, on a ici par exemple une caméra qui est là, c'est un capteur extéroceptif qui permet bien sûr de nous renseigner, parce que si on déplace ce robot-ci, il est capable de nous donner les informations sur l'état de son environnement aussi, à supposer que son environnement c'est cette salle-ci. Donc vous devez comprendre que rien qu'à partir de ces 2 éléments clés, vous devez mettre l'accent, vous devez en tant que roboticien comprendre l'importance des capteurs lorsqu'il s'agit de la robotique. Maintenant qu'on a les capteurs, qu'on va pouvoir bien sûr entrer en détail dans le deuxième chapitre en ce qui concerne la localisation, il faut donc comprendre qu'il faut bien sûr les actionner. Pourquoi les actionner? Parce que une fois que le robot il est là, il se déplace, même il arrive là, qu'est-ce que le robot doit faire concrètement? Le robot est destiné à faire une mission bien précise. Ça veut dire que notre robot il est là, lorsqu'il se déplace de ce côté-là, quel est l'objectif à atteindre? Quelle est la mission à atteindre? Que ce soit peut-être pour les robots manipulateurs. Lorsqu'on fait tourner nos bras robotiques et tout ça, qu'est-ce que le bras robotisé est destiné à réaliser? Donc, il faut donc définir l'action à réaliser grâce aux actionnaires. Ça peut être, par exemple, dans le cas des robots mobiles ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici les roues, par exemple. Dans le cas des robots manipulateurs, on a les bras robotisés. Pourquoi? Parce que si vous avez ce robot et vous voulez partir du point A au point B, les roues doivent permettre à ce robot de se déplacer. Dans le cas concret, le robot, peu importe l'algorithme, peu importe les capteurs, le robot ne pourra pas se déplacer. Donc c'est pourquoi on a besoin bien sûr des actionnaires pour définir, pour effectuer la tâche dont le robot est destiné à faire en partie. Dans que ce soit le robot mobile ou le robot manipulateur, on doit avoir des actionnaires en fonction de la mission définie pour nos robots. Dans le cas des robots à roues, dans le cas des robots mobiles, les roues par exemple sont des actionnaires. Mais il faut comprendre que bien qu'on ait déployé tout ceci, c'est-à-dire les capteurs, les actionnaires et tout ça, le robot doit être capable de partir d'un point A par exemple à un point B en évitant bien sûr des obstacles. Pour faire cela, on doit être capable d'écrire des algorithmes, des régulateurs qui, par contre, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent recevoir les informations du capteur. Les informations reçues du capteur vont permettre donc au régulateur ou à l'algorithme que nous avons écrit, ça peut être en Python ou en C++, de programmer la navigation de nos robots. Ça veut dire quoi d'une façon plus simple? On a notre robot qui est là, et on supposait que les roues maintenant nous envoient, la centrale initiale nous envoie les informations, c'est-à-dire la vitesse d'orientation,
la vitesse de déplacement et tout ça, on doit être capable de calculer la vitesse du robot. Parce que les capteurs envoient des informations en fonction, par exemple, c'est-à-dire les informations sur, par exemple, sur chaque roue. On est capable d'utiliser ça et de calculer la vitesse moyenne du robot et d'être capable d'utiliser, par exemple, le retour du sonar, c'est-à-dire le capteur sonore qui est là, pour évaluer la distance entre le robot et l'obstacle et programmer notre robot pour qu'il puisse être capable d'esquiver les obstacles et de savoir où est-ce qu'il y a des obstacles. Donc, le retour, par exemple, des signaux envoyés par la caméra, on nous permet d'utiliser, par exemple, une librairie comme OpenCV pour faire de la détection des objets et permettre à notre robot de naviguer plus aisément. Donc, vous comprenez autant pour nous que tous ces éléments-ci sont liés lorsqu'on parle de la robotique, plus précisément de la robotique mobile. Ça veut dire que les capteurs, ils sont là pour renseigner sur l'état interne et externe de nos robots. Une fois qu'ils ont renseigné à cela, ils envoient des informations au régulateur. Le régulateur ou bien l'algorithme, appelé ça comme vous voulez, doit donc effectuer un certain nombre de calculs pour permettre à l'actionnaire d'effectuer la tâche définie. Ça veut dire que si on prend ce robot-ci, on envoie, si ici par exemple, on reçoit des informations, c'est-à-dire des données, bien le signal de cette deux roues, et on va peut-être aller plus loin là, on va juste essayer de plus synthétique là. Lorsqu'on reçoit ça, on peut décider à partir de notre algorithme pour dire ok, si on a des informations comme ceci, le robot doit peut-être avancer. Si on a des informations comme ceci, le robot doit reculer. Si on a des informations comme ceci, le robot doit aller à gauche, à droite. Donc là, on va voir ça dans le 4e chapitre qui parle de la navigation. Comment programmer la navigation des robots. Et là, on va aller bien sûr step by step. Voilà un peu en quelque sorte figé les éléments clés, les éléments de base qu'on va travailler pendant notre formation. Vous comprenez ici que là, on a abordé les éléments assez simples sur la robotique et à partir de maintenant, vous avez et vous pouvez maintenant comprendre ce que c'est qu'un robot. Qu'est-ce qu'un robot en français facile? Un robot, c'est un ensemble constitué des capteurs. Les capteurs qui peuvent être proprioceptifs ou extéroceptifs. Donc, qui indiquent sur l'état interne du robot, extéroceptifs qui indiquent sur l'état extérieur du robot, c'est-à-dire l'environnement dans lequel se trouve notre robot. Et comme exemple des capteurs, on a la boussole, on a la caméra, on a les capteurs sonores et bien d'autres types de capteurs. On a également les actionnaires. Les actionnaires ici qui sont bien sûr des éléments, ou bien, voilà, c'est tout simple, des éléments qui sont définis pour effectuer une tâche bien précise. Dans notre cas précis, on a par exemple les roues, ou bien les plats robotisés pour les robots manipulateurs et bien d'autres. Maintenant, on a aussi ce qu'on appelle le régulateur ou bien l'algorithme, qui simplement sont des cartes qui utilisent les cartes, ou bien les calculatrices, ou bien les super ordinateurs, désolé peut-être du mot, voilà, qu'on va utiliser pour faire des calculs. Comme régulateur, on peut utiliser, là c'est vraiment le choix, vous avez le libre choix entre Arduino par exemple, ou bien Raspberry Pi. À notre cas, par exemple, nous on a travaillé avec la carte Raspberry Pi de ce côté. Si vous regardez là, de ce côté, vous allez vous rendre compte qu'on a une carte Raspberry Pi qu'on a intégrée qu'on a utilisée comme calculateur en fait. Voilà, donc vraiment le choix, c'est en fonction de ce que vous voulez résoudre comme problème, que ce soit Arduino ou bien Raspberry Pi. Là, il n'y a aucun souci. Donc, voilà maintenant figé la définition donc, concrète de ce qu'on appelle un robot. Déjà à partir de cette vidéo, vous pouvez déjà comprendre ce que c'est qu'un robot, quels sont les éléments qui entrent dans la construction d'un robot, et vous pouvez déjà avoir une idée de comment on peut déjà présenter les éléments d'un robot. Si on prend ici, on va se rendre compte que tout ça, tout ce qu'on voit là, ce qu'on appelle les capteurs de ce côté, ça, ce qu'on appelle les actionneurs de ce côté, et là, en l'intérieur, on a le régulateur. Donc voilà, donc l'idée ici, c'est de vous permettre aussi de réviser. Ne vous inquiétez pas, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à mettre vos questions et vos préoccupations en commentaire. Sinon, on va se dire à très bientôt dans la prochaine vidéo où on va continuer avec bien sûr l'introduction en s'attaquant cette fois-ci aux problématiques liées à la robotique. Donc on va simplement découper un peu les vidéos pour ne pas faire des vidéos assez kilométriques. Dans la prochaine vidéo, on va vous expliquer les problèmes liés à la robotique et leur mode de fonctionnement et l'environnement bien défini. Sinon, on se dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, surtout de partager la vidéo et de nous faire aussi des feedbacks pour nous permettre de nous améliorer. Peut-être qu'on parle un peu plus vite, on ne sait pas, ou bien peut-être qu'on explique trop, là on ne sait pas, ou bien peut-être aussi, l'explication n'est pas assez claire. C'est l'ensemble de vos critiques qui vont nous permettre de nous améliorer dans ce sens-là. Sinon, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci.
Baby,